Bonjour à tous, futurs candidats à l'examen. Je suis toujours Benoît, je suis toujours jury pour les épreuves DWWM, CDA et CDUI. Aujourd'hui, je vous réalise cette vidéo pour vous expliquer en détail les compétences qui sont demandées pour l'examen concepteur-développeur d'application. Je vous rappelle que donc le titre CDA est le titre qui est juste au-dessus de celui de DWWM, développeur web et web mobile, pour lequel j'ai déjà réalisé une vidéo. Vous allez retrouver beaucoup d'éléments similaires entre cette vidéo et la précédente. Je vous invite à la consulter si vous le souhaitez. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Allons-y. Alors, commençons déjà par décrire un petit peu l'examen. Donc, pour le titre concepteur-développeur d'application, c'est un examen qui se déroule en deux grands temps. Vous avez une première partie de journée durant laquelle vous allez réaliser un questionnaire d'anglais et une seconde partie de journée où vous allez passer devant les jurys. Je vais détailler bien évidemment toutes ces parties un peu plus en détail. Commençons d'abord aussi par parler un petit peu des jurys qui seront en face de vous, donc des personnes comme moi. Ce sont des professionnels qui ont été agrémentés par le ministère du Travail. Donc, ce sont des gens qui ont des compétences évidemment dans le monde du développement. Donc, ça peut être des développeurs, ça peut être des freelances, ça peut être des chefs de projet, des responsables. Il y a plein de casquettes différentes. Mais en tout cas, ce sont des professionnels qui sauront de quoi vous parler. Donc, pas de souci là-dessus. Je tiens à vous dire également que les jurys que vous avez en face de vous ont un devoir de bienveillance. Donc, ils ne sont pas là du tout pour vous casser quoi que ce soit sur le dos. Ils sont là pour vous aider à présenter correctement, pour vous détendre, pour vous mettre dans les meilleures conditions, tout simplement pour vous aider. Voilà. Il faut bien comprendre que ils n'ont pas de grille de notation. Vous ne serez pas noté sur 20. Pas du tout comme ça que ça marche. C'est une appréciation globale. En gros, il faut considérer que c'est comme un entretien d'embauche. À la fin de cet examen, en fin de compte, le jury va un peu se dire, est-ce que cette personne qui vient de passer devant nous, est-ce qu'elle aurait les capacités pour travailler dans mon équipe? Est-ce que je l'embaucherai? C'est un petit peu ça le critère déterminant pour votre validation de titre. Parlons maintenant plus en détail du déroulement de votre journée. Alors, comme je vous l'ai dit auparavant, vous allez avoir deux grandes parties. Ce fameux questionnaire d'anglais, donc qui se déroule normalement vraiment tout au début de la session d'examen. Donc, ce questionnaire d'anglais dure 30 minutes. Vous êtes dans une salle, alors tous les candidats sont dans la même salle normalement. Vous avez chacun votre poste ordinateur hein, et vous avez donc un texte en anglais qu'il va falloir lire, comprendre. Et vous avez deux questions ouvertes et deux questions fermées auxquelles il faut répondre. Je vous rassure, il n'y a rien de très compliqué. En général, le texte est assez simple et les questions également. Et ce sont également ce qu'on appelle des compétences transversales. Donc, ça n'est pas non plus bloquant pour l'obtention de votre titre si votre anglais est complètement raté. D'accord ? Mais en tout cas, vous passez votre questionnaire d'anglais au début de la session parce que derrière, les jurys auront connaissance de vos réponses dans le questionnaire et pourront éventuellement rebondir sur vos réponses. Donc ça, c'est la première partie, questionnaire d'anglais, 30 minutes, voilà. Pour les chanceux, peut-être certains passeront avec les jurys tout de suite après. Malheureusement, certains vont devoir patienter toute la journée, voire peut-être plus, selon comment a été organisée la session d'examen. Donc je vous conseille clairement de réserver toute votre journée. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème d'organisation, entre guillemets, parce que malheureusement, les jurys vous reçoivent un par un, donc parfois, malheureusement, le dernier de la journée, il va patienter toute la journée entre le questionnaire d'anglais et son passage devant le jury. Ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, une fois que vous êtes devant le jury, comment ça se passe? Donc, avec le jury, vous aurez trois grands temps bien découpés. Vous avez 40 minutes de présentation de votre projet. Donc là, pendant ce temps-là, c'est bien vous qui parlez, qui présentez votre projet. Le jury ne vous interrompt pas, il prend des notes, bien sûr, parce que suite à vos 40 minutes, il y a un entretien technique de 45 minutes. Là, le jury vous pose des questions, bien évidemment, vous répondez au mieux de tout ce que vous savez. Ils vont vous poser des questions peut-être sur le référentiel du titre, mais peut-être aussi sur d'autres choses. Ça peut arriver pour voir un petit peu jusqu'où vous êtes capable d'aller. Donc vous avez ce fameux entretien technique 45 minutes. Suite à ça, vous avez l'entretien final de 20 minutes. L'entretien final, ne vous stressez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est des questions complètement ouvertes. C'est un temps d'entretien qui est considéré pour connaître un petit peu votre état d'esprit, savoir un petit peu où vous en êtes dans votre démarche de recherche de travail. Est-ce que vous êtes en recherche? Est-ce que vous avez déjà trouvé?
Est-ce que vous envisagez de faire une autre formation? Ça peut aussi être un temps de conseil. Le jury peut être amené à vous apporter des conseils durant ce temps-là. D'accord? Voilà pour tout le déroulement de ces parties. Nous allons maintenant commencer à détailler ce qu'il doit être présenté. Alors maintenant, si on regarde un peu plus en détail le titre que vous souhaitez passer, donc le concepteur développeur application, on voit dans le React le document qui normalement est déjà entre votre possession, fourni par normalement l'organisme de formation. Vous pouvez voir dans ce document que votre titre se compose en 3 grandes parties qu'on appelle des CCP également. Donc développer une application sécurisée, concevoir et développer une application sécurisée organisée en couches et préparer le déploiement d'une application sécurisée. Il faut bien comprendre que votre titre est donc décomposé en 3 parties. Vous devez donc valider ces 3 parties pour obtenir votre titre. Vous pourriez très bien avoir ce qu'on appelle une validation partielle, obtenir seulement 1 ou 2 CCP et pas le 3e. C'est ce qu'on appelle une réussite partielle et auquel cas il faudrait repasser votre examen en ne parlant que de la partie qui vous manque. Donc évidemment, on réalise cette vidéo pour vous aider au mieux à obtenir ces 3 CCP d'un coup, donc votre titre au complet. Alors maintenant, nous allons parler plus en détail donc de la première partie de votre épreuve devant les jurys, la présentation de votre projet. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est donc un temps de 40 minutes durant lequel vous allez présenter donc de manière orale, accompagné d'un support. Vous devez réaliser quelque chose que vous allez projeter sur un écran, un rétroprojecteur, en fonction de ce qu'il y aura à disposition dans la salle. Justement, quels sont les supports que vous pouvez utiliser? Il n'y a aucune obligation là-dessus. Vous pouvez très bien faire un PowerPoint, vous pouvez très bien faire un Geniali, vous pouvez très bien utiliser tout autre outil que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de contrainte. À partir du moment où vous êtes capable de réaliser un document un petit peu sympa, qui soit pas trop flashy non plus pour agresser les yeux des jurys en face de vous. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser l'outil que vous voulez à partir du moment où derrière vous êtes en capacité de le projeter, puisque je vous le rappelle, c'est bien un support à l'oralité que vous allez faire. Je vous conseille également, vraiment, de prévoir un moyen de secours. Imaginez, pour une raison X ou Y, je ne vous le souhaite pas, mais que le jour où vous passez, il n'y ait pas Internet. Imaginons une présentation de Geniali, ça marche pas, on ne sait jamais. Prévoyez au moins un export PDF au cas où, vraiment, ça arrive très rarement, mais on ne sait jamais. Donc, prévoyez ça. Aussi en termes de contenu de votre présentation, certains organismes de formation vous diront qu'il faut présenter un projet de stage. Ça n'est pas du tout le cas. Vous pouvez le faire, vous pouvez nous présenter aussi un projet personnel, un projet professionnel, un projet d'école. Peu importe le projet, à partir du moment où ce projet vous permet de démontrer vos compétences sur ce qui est demandé dans le titre CDA. Alors maintenant, nous allons voir en détail chaque compétence qui sont à couvrir pour le titre. Donc, je vais d'abord vous les lister telles qu'elles sont écrites dans le document et ensuite nous les détaillerons les unes après les autres. Donc en 1, vous avez installé et configuré son environnement de développement, de travail, en fonction du projet. En 2, développer des interfaces utilisateurs. En 3, développer des composants métiers. En 4, contribuer à la gestion d'un projet informatique. 5, analyser les besoins et maqueter une application. 6, définir l'architecture logicielle d'une application. 7, concevoir et mettre en place une base de données relationnelle. 8, développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL. 9, préparer et exécuter les plans de test d'une application. 10, préparer et documenter le déploiement d'une application. 11, contribuer à la mise en production dans une GPO. Ça fait quand même pas mal de choses à couvrir. C'est pour ça que là, nous allons voir en détail dans chacun de ces 11 points ce qui est attendu. Alors pour que cette vidéo profite au plus grand nombre, je vous invite à liker la vidéo juste en dessous et éventuellement à la partager à votre communauté. Je fais vraiment cette vidéo dans l'idée de vous aider à vous préparer à votre soutenance et évidemment à aider un maximum de monde. Donc allez-y, partagez. Alors commençons normalement par le point 1, donc installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet.
Donc, bien entendu, ici, on vous demande pas de nous expliquer comment vous avez installé VS Code, hein, c'est pas le sujet. On va vous demander de nous expliquer un petit peu quels sont les choix technologiques que vous avez faits. Donc, en général, ce qui est plutôt sympa, c'est d'avoir une petite slide avec les logos des différentes technos, aussi bien front-end que back-end, ou si vous avez fait une application mobile, peu importe, mais expliquez-nous les stacks que vous avez choisis et pourquoi. Profitez-en également pour nous parler des outils collaboratifs que vous avez pu utiliser. Si vous avez travaillé à plusieurs, hein, ça peut être sympa de savoir si il y avait du Teams, il y avait du, je sais pas, du Discord, etc., etc. Montrez-nous vos moyens de communication, vos moyens d'organisation. Parlez-nous un petit peu aussi de vos sources de documentation, ça peut être intéressant. Si vous avez par exemple utilisé particulièrement une documentation ou une autre, voilà, dites-nous pourquoi, laquelle et pourquoi. Parlons maintenant donc du point 2, développer des interfaces utilisateurs. Alors ici, vous allez nous parler de technologies qui vous ont permis de construire des interfaces. Donc si vous êtes sur du web, hein, on va logiquement parler de HTML et de CSS. Si vous êtes dans un autre, dans une autre type d'application, bah, vous nous parlez du langage et bien évidemment qui vous avait permis de construire vos interfaces. D'accord ? Ensuite, durant cette phase, il est intéressant de nous parler un petit peu de si vous avez pris en compte l'accessibilité, si vous avez bien respecté les maquettes qui avaient été définies, si vos interfaces sont adaptatives, surtout si elles sont responsives. Aujourd'hui, hein, vous êtes bien conscient que vos applications, vos sites, etc. vont être utilisés sur différents supports, donc il faut qu'ils se comportent correctement un petit peu partout. Si effectivement il y a un petit côté responsive HTML, ça peut être un peu intéressant de nous parler de Media Query ou de framework CSS et également de SEO, ce qui n'est évidemment pas le cas si vous avez fait une application mobile puisque ça ne fait pas partie du contexte. Nous arrivons donc à la troisième compétence, donc développer des composants métiers. Ici, ce qui va nous importer, nous, c'est de voir si vous avez su intégrer une logique métier dans votre code. Voir si votre code est bien en PO, en programmation orientée objet, puisqu'aujourd'hui c'est le minimum de ce qu'on vous demande. Également, n'oubliez pas qu'il y a toujours le mot sécurité, donc voir si votre code est bien sécurisé à tout moment. Également, si vous l'avez documenté et si vous avez réalisé des tests. C'est tout un package un peu global, il faut que vous le mettiez bien en tête. Les points sécurité sont extrêmement importants. Là, encore une fois, je le répète, quand on vous parle de développer des composants métiers, c'est pour voir si vous avez su architecturer votre code de manière à répondre à une problématique métier de manière logique. Alors, le point 4, contribuer à la gestion d'un projet informatique. Donc, cette compétence peut être un petit peu mal interprétée parfois parce que on peut comprendre que c'est seulement du travail en équipe. Non, ça peut aussi être votre manière de gérer votre projet seul. Donc là, dans cette compétence, il va nous falloir nous parler du choix de méthodologie de projet que vous avez choisi. Est-ce que vous avez bossé en Scrum, en Kanban, en Scrumban? Est-ce que vous avez choisi de faire du cycle en V? Voilà, il y a des choix à faire, il faut les justifier. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez effectué votre suivi de travail. Également, comment vous avez justement par rapport à votre suivi essayé d'avoir une certaine qualité dans votre gestion de projet. Si vous avez travaillé en équipe, expliquez-nous un petit peu comment s'est passée la communication, comment s'est passée l'organisation. Est-ce que justement, si par exemple vous étiez en méthode agile Scrum, est-ce que les daily meetings ont été respectés? Est-ce qu'il y avait des rétrospectives, etc., etc. Parlez-nous de tout ce qui concerne la gestion d'un projet informatique. Alors, sur la nouvelle compétence donc, qui s'appelle analyser les besoins et maqueter une application, attention, ici, vous êtes quand même sur un titre de concepteur, développeur d'application, donc la conception, l'analyse est particulièrement attendue et importante. On va vous demander quand même d'avoir une démarche qui soit un petit peu structurée, logique, qui ait une cohérence. Donc, vous allez nous montrer un petit peu que vous avez un petit peu au moins étudié votre public cible. Est-ce que vous vous adressez à un groupe d'employés bien particulier ou alors à une communauté très large sur Internet? Voilà, parce que dans ces cas-là, les besoins ne sont pas les mêmes.
À partir de là, vous allez nous expliquer si vous aviez un cahier des charges ou c'est peut-être vous qui l'avez écrit. Il faut en parler. Éventuellement aussi, enfin c'est pas éventuellement, il faut nous parler de charte graphique, de cohérence, de réflexion, de construction de vos écrans, d'enchaînement de vos écrans également. Vous avez normalement dû aussi écrire des user stories. Il faut nous en parler. Et également, à ce moment-là, ce qui est hyper important, vous allez nous montrer que vous avez conçu votre application, pas seulement graphiquement, mais aussi en termes de fonctionnalité. Donc là, on va rentrer dans le monde de l'UML. Vous allez pouvoir nous présenter plein de diagrammes, des use cases, des diagrammes de séquences, des diagrammes de classe, des diagrammes d'activité, et j'en passe, il y en a plein. Vous pouvez nous en présenter quelques-uns, il faut nous en présenter quelques-uns, c'est important. Si vous avez réalisé une base de données relationnelle, ça peut être pas mal de nous présenter la méthode Meurize avec le fameux MCD, MLD, MPD, ou sinon vous avez réalisé un diagramme entité-relation en UML. Mais en tout cas, il faut que vous nous montriez que vous avez réfléchi à toutes ces choses-là avant de mettre les mains dans le code, qu'il y ait une vraie réflexion de votre part sur les fonctionnalités, sur comment vous allez les structurer. Nous sommes maintenant sur le point 6, définir l'architecture logicielle d'une application. Donc ici, il va falloir nous parler de vos choix techniques, de vos choix d'architecture. Si vous avez utilisé un MVC, qui est quelque chose d'assez classique, expliquez-nous, il peut y avoir une raison totalement justifiée, il n'y a pas de problème à ça, mais expliquez-nous. Si vous avez choisi de faire un front en React, un back en Symfony ou en Java, peu importe, expliquez-nous pourquoi ce choix. Comment vous avez défini les couches, quel rôle ont chaque couche, comment vous avez structuré votre code. C'est super important. Expliquez-nous toujours aussi ces notions de sécurité. À ce moment-là, parce qu'on parle bien d'une architecture, on parle de rôle, la sécurité est un rôle extrêmement important, elle est normalement répartie dans plusieurs couches. Si vous avez choisi d'utiliser un ORM ou un ODM, il doit être normalement à une strate de cette architecture, parlez-nous-en. Si vous avez choisi d'utiliser un pattern particulier, alors il y a des design patterns, il y a plein de patterns différents. Si vous en avez utilisé un, expliquez-nous également ce que vous avez mis en place par rapport à ça. Il y a aussi des notions d'éco-conception. Alors c'est des choses qui sont un peu plus nouvelles, qui ne sont pas forcément enseignées toujours dans les centres de formation, mais en tout cas si vous avez des notions à ce niveau-là et que ça a fait un choix dans votre manière de coder, expliquez-le nous, ce sera toujours un plus. Alors pour le point 7, concevoir et mettre en place une base de données relationnelle. Alors ici on parle bien de base de données, hein, ça peut pas être plus clair. Ceci dit, ici on revient sur le point de conception. Vous devez nous montrer un schéma de conception. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de la méthode Meurize avec le MCD, ça peut également être de l'UML avec un diagramme entité-relation. Les deux fonctionnent, mais vous devez nous montrer que vous avez vraiment réfléchi à votre base de données avant de la scripter, de l'écrire. Vous devez aussi nous montrer qu'il y a une cohérence dans votre nommage de vos entités, de vos attributs. Vous pouvez l'avoir fait peut-être tout en français ou tout en anglais, mais en tout cas pas en franglais s'il vous plaît. Ensuite, vous devez nous montrer comment vous avez déployé votre base de données. Est-ce que si c'est une base de données SQL, comment est-ce que vous avez peut-être écrit le script SQL? Montrez-le nous. Toujours dans l'optique, pensez à nous parler de sécurité. Si c'est une base, montrez-nous que vous avez mis en place un utilisateur particulier avec des droits particuliers sur votre base de données, histoire que vous ne soyez pas en route et en route. Là, ce serait vraiment un gros problème. Vous avez normalement mis aussi en place un jeu de test pour votre base de données, alors peut-être avec du Symfony et des fixtures, des choses comme ça. Attention également au point RGPD, quand on réalise une base de données, on ne prend que les informations dont on a besoin sur l'utilisateur. Si dans votre base de données, vous prenez plein d'infos et qu'après le jury se rend compte que dans votre application, ces informations-là, vous ne vous en servez pas, c'est contraire à la RGPD. Donc attention, vous pourriez vous faire toper, donc prenez bien ça en compte. Dernier petit point, chose qui est toujours très importante, montrez-nous que vous avez élaboré une stratégie de sauvegarde. Est-ce que votre base de données est sauvegardée tous les mois, tous les jours, toutes les heures?
avoir en fonction de la criticité de votre application et de vos données. Alors pour le point 8 qui s'intitule développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL, bon bah là c'est encore une fois c'est assez simple, hein. Vous allez devoir nous parler de comment vous avez requêté votre base de données. Est-ce que vous avez écrit dans le langage de votre base de données? Est-ce que vous avez utilisé un ORM? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, il y a toujours des choix, il faut juste les justifier. Et auquel cas, pensez toujours sécurité, sécurité, sécurité. Si vous avez choisi de d'écrire vous-même vos requêtes SQL par exemple, pensez bien à nous préciser qu'elles ont été faites de manière paramétrée. D'accord, d'histoire d'éviter les injections SQL par exemple. Si vous utilisez un ORM, bon bah, dites-nous que de toute façon, il le fait naturellement. Si vous utilisez une base de données NoSQL, montrez-nous également comment vous requêtez dans votre base de données à travers vos composants métiers. Hein. C'est la même chose avec l'ORM. Mais de toute façon, vous avez toujours un petit morceau de code qui vous permet d'aller chercher de l'info, de l'inscrire, de la récupérer ou de la supprimer. Enfin, en gros, les étapes du CRUD. Donc, c'est ça qu'il faut nous montrer. Hein. Bien nous montrer comment vous discutez avec la base de données dans votre application. Alors, nous sommes maintenant au point 9, donc qui s'intitule préparer et exécuter les plans de test d'une application. Donc ici, hein, on parle de tests, on parle de tests unitaires, on parle de tests d'intégration, de non-régression, de sécurité. Il y a tout plein de sortes de tests, mais il faut montrer au minimum que vous avez pris en compte. C'est en général plutôt pas mal, au moins tests unitaires, tests d'intégration. Alors, il y a toujours plein de frameworks, hein, quelle que soit votre application, il y a toujours plein de frameworks qui permettent de le faire. C'est assez simple à mettre en place. On est très conscient que souvent vous ne le faites pas par manque de temps, hein, parce que souvent quand on est sur des projets d'école, on a très peu de temps et du coup c'est la partie qui est un peu mise de côté. Bon, prenez quand même une journée pour essayer d'en mettre un minimum en place, histoire de voir qu'on puisse voir que vous avez découvert ce que c'est et qu'au moins vous avez la notion des tests. Alors, il peut y avoir aussi des méthodologies de travail orientées autour du test, ce qu'on appelle le test driven development. Alors, si vous avez travaillé comme ça, là, il n'y a pas de sujet puisque ça veut dire que les tests ont été réalisés avant même le code. Donc là, ce serait génial, mais je vous avoue que ça va être très rare. Mais pensez au moins à nous parler de tests unitaires, de tests d'intégration. C'est le minimum. Point 10, préparer et documenter le déploiement d'une application. Alors aujourd'hui, effectivement, on ne déploie plus les applications en one-shot avec un FileZilla via FTP, etc. C'est vrai que c'est un petit peu passé de mode quand même. Aujourd'hui, on parle de CI/CD, donc Continuous Integration, Continuous Development. Alors tout ça, c'est des choses, il y a un petit peu de choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Donc justement, on va mettre en place des scripts de déploiement. Donc si vous utilisez des Docker, ça va matcher avec ce que maintenant on a les GitHub Action, les GitLab Deploy, des choses comme ça. Il y a plein d'outils pour faire ça. Il n'y a pas de mauvais outils, hein, ça dépend de la manière dont vous les utilisez. Montrez-nous ce que vous avez mis en place. Montrez-nous, ça rejoint un petit peu le point précédent, que dans vos livraisons, vous avez inclus des procédures de test pour que, auquel cas, si les tests ne passent pas, la livraison ne se fait pas, ce qui est assez logique. Tout ça, évidemment, ça va dans une démarche de micro-livraison, qu'on puisse automatiser les livraisons. Ça va tout simplement dans la démarche du DevOps. Alors nous voilà maintenant au point 11, donc le dernier de cette liste, contribuer à la mise en production dans une démarche DevOps. Donc là, ça rejoint complètement ce que je vous ai dit auparavant. C'est dans l'idée de mettre en place des livraisons régulières dans des environnements éventuellement de test, de production, tout ça de manière chaînée grâce à de la CI/CD. Bien évidemment, on vous parle dans le titre là d'environnement virtualisé, donc c'est pas mal aujourd'hui de nous parler de Docker, puisque c'est vraiment un très bel outil qui vous permet de faire plein de choses, qui fonctionne très bien justement maintenant avec les CI/CD. Ça vous permet de faire des choses merveilleuses, de tester la qualité de code, de réaliser des tests, comme on le disait juste avant, d'intégration, de non-régression, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur une démarche DevOps, sur tout ce qui est développement continu, micro-livraison, livraison continue, etc., etc.
Voilà, nous avons vu maintenant tous les 11 points de cette liste en détail. Je vous les ai décrits dans l'ordre où ils sont écrits dans le référentiel. Ça n'est pas forcément l'ordre dans lequel il faut que vous les présentiez. Moi, je vais vous orienter sur une autre de mes vidéos dans laquelle je vous donne une idée de présentation, une idée de déroulé que j'aime bien suivre en tant que jury. Donc ça, c'est dans une autre vidéo que je vous mettrai en lien. Mais le plus important, c'est que vous nous présentiez tous ces points. Il n'y a pas de règle absolue. Vous nous les présentez soit dans un ordre comme on vient de le faire ici, ou dans un ordre, dans une petite histoire, suivant une fonctionnalité, peu importe. Mais le plus important, c'est que vous couvriez toutes les compétences. Je vous mets également une liste de mots-clés qui serait bon de retrouver dans votre présentation. Ça vous évitera tout simplement d'avoir des questions là-dessus par la suite. Ce sont des mots qui sont listés dans le document, qui sont attendus par les jurys. C'est les mots les plus importants, hein, voilà, tout simplement. Alors revenons maintenant un petit peu plus sur le déroulé de cet examen. Donc nous l'avions déjà dit, hein, mais vous avez votre première partie de présentation de 40 minutes, vous avez ensuite l'entretien technique de 45 minutes. Donc tout ça va porter sur votre présentation, hein, votre premier temps de présentation. Je vous l'ai déjà dit, le jury vous écoute et ensuite, durant ces 45 minutes, il vous pose des questions techniques, puisque c'est un entretien technique, hein, sur votre projet et peut-être sur des choses que vous n'avez pas présenté, parce que vous auriez peut-être pu oublier un point, etc. Donc là, le jury a ce temps de questions pour aller voir vos connaissances, pour aller vous poser des questions sur des choses que vous avez peut-être pas présentées. Donc, grossièrement, si vous avez respecté tous les points qu'on a vus précédemment, il se peut que le jury n'ait pas de questions. Ça veut dire que vous aurez vraiment vu et parlé de tous les points. D'accord? Donc, première, deuxième partie, ça concerne vos compétences. Maintenant, on va s'arrêter un petit peu plus sur l'entretien final. Comme je vous l'ai dit, l'entretien final, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, c'est vraiment une discussion ouverte avec le jury. Alors, petite particularité, certains binômes de jury vous feront peut-être sortir entre donc l'entretien technique et l'entretien final. C'est très rare, mais il y a quelques binômes de jury qui le font, ils ont totalement le droit de le faire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Alors, dans l'entretien final, une fois que le jury vous a bien dit, hein, ça y est, on passe à l'entretien final, ça se sera bien marqué, vous inquiétez pas. Donc, c'est plus un temps d'entretien, de discussion pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire du développement web, parce que comme on est sur un titre du ministère du Travail, on est plus souvent sur de la reconversion professionnelle et c'est souvent intéressant pour nous de savoir ce que vous faisiez avant et pourquoi vous avez voulu changer et pourquoi le développement en particulier. C'est un petit peu pour connaître justement votre état d'esprit, les pourquoi de cette reconversion, savoir un petit peu comment vous avez vécu votre formation et savoir surtout ce qu'il est prévu pour vous après. Est-ce que vous continuez en formation? Est-ce que vous cherchez un emploi? Est-ce que vous avez déjà trouvé un emploi? Puisque le but d'une formation, bien évidemment, c'est le retour à l'emploi pour vous, c'est ce qu'on espère pour vous. Et donc, par rapport à ça, le jury peut être amené à vous conseiller, puisque ça fera quand même bientôt 1h30 que vous êtes en phase 2. Ils auront déjà un peu cerné votre personnalité, cerné vos préférences de front, de back, d'architecture, etc. Et ils peuvent être amenés à vous donner des conseils d'orientation, peut-être de formation, ou peut-être même de secteur d'activité, puisque il peut y avoir des secteurs d'activité où le développement va être un petit peu particulier et qui matchent parfois avec des personnes bien particulières. Ça peut arriver que les jurys vous donnent des conseils. Voilà. Donc ça, c'est toute la phase entretien final. Je vais donc maintenant conclure cette vidéo puisque nous avons listé et décrit tous les points qui sont attendus pour le CDA. C'était donc le but de cette vidéo. Je vous mets en lien sous cette vidéo les différents documents qui parlent de cette certification. Donc vous avez le REAC qui liste toutes les compétences et sur lequel je me suis basé et que tous les jurys se basent pour passer l'examen. Je vous invite vraiment à lire ce document en détail. Si vous l'avez lu, vous savez tout ce qui est attendu. Vous aurez également le document qu'on appelle le RC qui vous décrit comment se déroule
l'entretien, hein, ça répète tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. Donc vous les avez en dessous de la vidéo, hein, en téléchargement. Encore une fois, une présentation, moi c'est un conseil que je vous donne, il faut la répéter, restez calme, comme je vous l'ai dit, les jurys qui sont en face de vous, c'est de la bienveillance, c'est de l'entraide, vous êtes dans un milieu où on s'aide beaucoup les uns les autres. Alors, ils sont quand même là pour juger vos compétences, hein, mais franchement ne stressez pas là-dessus, ce sont vraiment des personnes humaines et bienveillantes. Moi, je vais vous souhaiter bon courage, puisque vous avez encore un peu de chemin à faire avant d'arriver au jury. Il faut travailler sur vos dossiers et vos présentations. Je vous propose également d'autres vidéos dans lesquelles je propose un scénario de présentation. Donc, je vous invite à consulter cette vidéo si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt.